Rebonjour, bonjour et merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI. Aujourd'hui, nous allons vous parler de fertilité des sols. Comment l'améliorer et permettre à nos cultures d'être plus résistantes, durables. L'enjeu, c'est bien d'optimiser les pratiques pour stocker du carbone dans les sols, tout en fournissant des éléments nutritifs aux plantes. C'est tout l'objectif du projet Microbioterre auquel a participé Terrinovia. Nous allons vous présenter les résultats. Je n'en dis pas plus et je laisse Anne-Sophie Perrin, qui est chargée d'études sol et environnement de Terrinovia, vous parler de ce projet qui a fait l'objet de 4 années de travaux. Avant de lui laisser la parole, juste sachez que ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Anne-Sophie, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, vous voyez bien mon écran? Tout fonctionne. Tout fonctionne. Super. Donc, tout d'abord, le projet Microbioterre, donc c'est un projet qui a été financé par le CASDAR, qui était piloté par Arvalis. Terrinovia y a collaboré activement et vous pouvez retrouver ici les logos des différents partenaires qui ont participé au projet. Donc, ce projet a débuté en 2017. Il est issu du constat que les systèmes de culture doivent évoluer, donc en vue d'optimiser à la fois le recyclage des nutriments qui sont présents dans les matières organiques et notamment l'azote, et également on doit optimiser le stockage de carbone dans les sols. Donc, il y a un réel besoin de la part des agriculteurs et des conseillers agricoles de pouvoir mieux piloter les dynamiques de dégradation des matières organiques pour permettre d'assurer ces deux fonctions. Or, les dynamiques de transformation des matières organiques sont étroitement liées au fonctionnement biologique des sols. Donc, les laboratoires d'analyse qui réalisent des analyses de terre pour les agriculteurs et les conseillers agricoles, ils évaluent essentiellement la composante chimique. Donc, ils proposent des recommandations, que ce soit sur la fertilisation ou encore les amendements minéraux-basiques de choulage. La composante physique peut être évaluée par le biais d'analyses de texture ou encore certains laboratoires proposent des analyses de la stabilité structurale. Cependant, le compartiment biologique de la fertilité des sols est peu évalué en routine, du fait notamment du manque d'analyse de ce type, donc il n'y a pas d'analyse de ce type qui sont pratiquées dans la plupart des laboratoires. Or, pourtant, les laboratoires de recherche réalisent depuis de nombreuses années des analyses sur la microbiologie des sols et la fertilité biologique des sols, et ils sont au point techniquement. Donc également, autre point, les laboratoires de routine réalisent peu de recommandations en lien avec les couverts végétaux et les apports de produits résiduaires organiques, notamment, qui sont des pratiques qui sont reconnues pour leur action bénéfique sur la fertilité biologique des sols. Donc, on a un réel besoin de référencement d'indicateurs pour compléter l'analyse de terre de routine. Donc, les enjeux du projet étaient de définir, premièrement, quels indicateurs étaient les plus pertinents pour être intégrés aux analyses de terre de routine. Deuxièmement, il fallait définir comment interpréter ces indicateurs. Et enfin, nous avons évalué les liens existants entre les indicateurs et les pratiques, d'une part, et entre les indicateurs et les services attendus du sol. Donc, l'objectif du projet était d'évaluer et de référencer des indicateurs de microbiologie des sols afin de les intégrer dans l'analyse de terre de routine pour améliorer la gestion des matières organiques, ceci dans les systèmes de grande culture et de polyculture élevage. Donc, Microbioterre, en bref, je ne vais pas rentrer dans les détails des activités réalisées dans le projet, c'est un projet très dense. Nos travaux ont porté sur les liens existants entre les différentes pratiques culturelles d'intérêt pour la fertilité biologique des sols et les indicateurs. Donc, cette étape nous a permis de choisir un set d'indicateurs pertinents pour être transférés au laboratoire d'analyse de routine. Ensuite, nous avons évalué les liens existants entre les indicateurs et les trois fonctions principales des sols, qui sont le recyclage des nutriments, la transformation du carbone et le maintien de la structure du sol. Et enfin, nous avons testé le set d'indicateurs en parcelle agriculteur et nous avons construit une proposition de schéma d'interprétation.
Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons référencé, nous avons évalué des indicateurs. Donc, afin de référencer ces indicateurs et de choisir les plus pertinents, nous avons réalisé des mesures dans 18 sites. Ça représente 20 essais en tout et 61 modalités agronomiques. Nous avons échantillonné des sols sur la profondeur 0,20 cm. Ces essais ont été choisis parce qu'ils mettaient en œuvre des pratiques culturelles depuis plus de 5 ans qui concernaient la durée de rotation, le travail du sol, les couverts intermédiaires, les produits résiduaires organiques ou encore les systèmes de culture. Donc, nous avons réalisé 25 types de mesures sur ces échantillons de terre et nous en avons sélectionné 12. Donc, cette sélection a été faite à partir de la redondance de l'information, la variabilité spatiale, les réponses aux pratiques, le lien avec le stockage de carbone ou encore le coût et la faisabilité technique. C'est un point important pour le transfert au laboratoire de routine. Donc, toute cette démarche de sélection a déjà été présentée. C'est assez dense, donc je ne la présenterai pas aujourd'hui. Vous pouvez retrouver des informations sur le séminaire, le support du séminaire de restitution ou encore la vidéo qui a été tournée lors de la journée CASDAR en 2021. Donc, quels indicateurs ont été retenus? En plus des analyses de carbone organique total et de l'azote total du sol, qui sont des analyses déjà réalisées en routine, mais qui varient très lentement et qui apportent une information limitée, nous avons retenu d'autres indicateurs dans le projet Microbioterre. Ces indicateurs portent soit sur la physico-chimie des sols, soit sur la microbiologie des sols. Donc, pour ce qui concerne les analyses physico-chimiques, elles peuvent nous aider à comprendre le fonctionnement biologique des sols en observant la composition du garde-manger des micro-organismes. Donc, par exemple, dans l'analyse par fractionnement granulométrique, donc pour être plus concret, on prend un échantillon de terre, on le sèche, on le tamise à 2 mm, et ensuite on va le passer à travers des tamis de différentes tailles, et on va mesurer le carbone et l'azote dans chacune des fractions granulométriques. Donc, le carbone et l'azote qui est contenu dans les fractions les plus fines est considéré comme plus stable, donc plus difficile à minéraliser par les micro-organismes du sol. Alors que le carbone et l'azote contenus dans les fractions plus grossières sera plus facilement disponible pour les micro-organismes. Donc, une autre manière d'analyser le pool de carbone facilement minéralisable consiste à analyser le POX. On oxyde le carbone et donc avec une réaction colorée, on peut voir la quantité de carbone labile, donc facilement minéralisable, qui est disponible. Pour ce qui concerne les analyses microbiologiques, il y a deux grands types d'analyses. Des analyses qui portent sur l'abondance des micro-organismes et un autre type qui porte sur les activités des micro-organismes. Donc, pour ce qui concerne l'abondance microbienne, il y a deux types d'analyses qui ont été retenues. L'analyse qu'on appelle par fumigation-extraction, l'analyse de la biomasse microbienne. Donc, on quantifie tous les micro-organismes du sol. Et un autre type d'analyse, c'est l'analyse des champignons totaux à partir d'analyse de l'ADN ribosomique 18S. Enfin, pour ce qui concerne les activités microbiennes, donc, il y a toute une série d'activités enzymatiques potentielles qui, donc en lien avec le cycle du carbone ou de l'azote, qui ont été retenues parce qu'elles étaient pertinentes, ou encore la mesure d'azote potentiellement minéralisable en pratiquant la mesure ABM. Donc, une fois que nous avons le résultat de l'analyse, comment l'interpréter? Donc, il est tout d'abord possible de replacer cette valeur dans la gamme de valeurs du référentiel global microbiotaire. Vous avez vu qu'il a concerné une large gamme de conditions pédoclimatiques, donc qui reste limitée et pas suffisante, mais c'est déjà ça. Donc, nous pouvons replacer la valeur également dans un sous-référentiel, des sous-référentiels qui sont basés sur la texture des sols, parce qu'il est connu que les indicateurs sont sensibles à la texture des sols, et c'est ce que nous avons également remarqué, observé dans nos mesures. Un deuxième niveau d'interprétation possible consiste à qualifier le niveau de l'indicateur.
Donc, nous pouvons utiliser, nous avons proposé d'utiliser une méthode développée utilisée par l'Université de Cornell. Donc, on divise le jeu de données en 5 niveaux de valeur avec des paliers de 20% d'effectifs. Et donc, on peut replacer la valeur de l'analyse dans cette grille. Mais attention, effectivement, le positionnement dans la distribution n'est pas suffisant pour évaluer si le niveau l'état de l'indicateur est satisfaisant ou non. Il faut réaliser des travaux complémentaires pour pouvoir dire ça. Donc, autre grande partie du projet, c'était d'étudier les liens existants entre les indicateurs microbiologiques et les fonctions ou processus intervenant dans les sols. Donc, nous avons réalisé une analyse bibliographique sur tous ces indicateurs afin d'établir, à partir de la bibliographie scientifique, quelles étaient les relations plus ou moins fortes existantes et démontrées entre les indicateurs et les processus intervenant dans les sols. Donc ensuite, par expertise, nous avons rattaché ces processus aux différentes fonctions du sol étudié, parce qu'on a rarement des relations, dans les publications scientifiques, des relations directes entre indicateurs et fonctions du sol. Donc comme vous pouvez le voir, il reste de nombreux trous dans la raquette, de nombreuses relations restent à compléter ou à approfondir, mais bon, c'est déjà un premier pas, un grand pas de franchi que d'établir ces relations. Donc, Microbiotaire a permis une grosse avancée. Donc, tout d'abord, c'est le premier référentiel sur les indicateurs en lien avec les activités microbiennes qui est diffusé largement. Deuxième point, le projet propose un cadre méthodologique pour avancer sur l'utilisation des indicateurs microbiologiques pour la gestion des pratiques culturales en lien avec, qui mettent en jeu la matière organique. Et enfin, donc nous avons travaillé depuis le prélèvement de sol au champ. Nous avons établi des protocoles que nous avons formalisés. Et ensuite, nous avons construit un schéma interprétatif qui permet d'apporter un premier niveau d'interprétation aux indicateurs et d'apporter un premier conseil en lien avec des pratiques favorables à la fertilité biologique des sols. Donc, vous pouvez retrouver différents livrables, que ce soit méthodologiques, avec des articles scientifiques ou techniques et des supports de présentation. Notamment, vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, le support très complet du séminaire de restitution du projet, mais autre document de synthèse, c'est le guide d'interprétation à l'analyse des bioindicateurs microbiotaires, qui a une vocation à être diffusé largement auprès des laboratoires, des conseillers, des agriculteurs, et donc qui regroupe les méthodes de prélèvement jusqu'à la présentation des indicateurs ou encore ce qu'on peut en faire à titre de conseil. Il y a également eu un développement de modules de formation. Donc, concernant les limites du projet, j'en ai déjà parlé précédemment, les indicateurs sont influencés par les paramètres agropédoclimatiques des sols. Donc, c'est pour ça que nous devons augmenter le nombre d'analyses pour compléter le référentiel. Notamment, il manque des références sur sol sableux, sur sol calcaire et sur sol avec des pH inférieurs à 6. Et plus on aura de diversité dans les systèmes agricoles et les rotations, plus le référentiel sera intéressant. On n'a également pas réussi à mettre une valeur d'état souhaitable sur ces indicateurs, donc il y a des travaux à poursuivre sur ce point. Et également pour la recherche, nous avons vu que du coup il y a encore de nombreuses relations manquantes pour faire le lien entre indicateurs et des fonctions. Et donc, ce sont des travaux qu'il va falloir poursuivre. Donc, pour donner un petit peu de perspective, nous menons également des travaux sur les démarches d'accompagnement au sein de Terrinovia. Donc, ceci dans le cadre du projet Transisol qui a débuté en fin 2022.
Donc, ces travaux visent à intégrer l'évaluation de la fertilité des sols dans les démarches de conception pas à pas en ferme, en utilisant la démarche des tableaux de bord. Donc, ces travaux visent à outiller les agriculteurs et les conseillers agricoles pour les aider à atteindre, à obtenir les différents services attendus de la fertilité des sols dans leur situation spécifique, donc en ciblant des services attendus précis, tels que la fourniture en azote, la sensibilité à l'érosion ou encore l'alimentation hydrique. Donc, ce projet a pour but de permettre aux agriculteurs et conseillers d'innover par eux-mêmes et de mieux anticiper les risques dans les transformations de systèmes. Donc, à retenir dans le projet microbiotaire, donc nous avons évalué 25 indicateurs physico-chimiques et microbiologiques. Nous en avons retenu 12 pour leur pertinence, leur coût, etc., sur différents critères que j'ai cités précédemment. Donc, ce premier set d'indicateurs permet un premier niveau d'interprétation qui devra être de plus en plus approfondi, on va dire. Nous avons rédigé un guide disponible largement pour tous, qui reprend les fondamentaux sur la fertilité biologique des sols, qui présente les indicateurs, qui présente le référentiel de valeur et donc qui permet à chacun de resituer sa valeur dans le référentiel. Et enfin, il y a des recommandations sur la méthodologie de prélèvement de terre. Comme je l'ai dit précédemment, ce référentiel a des limites. On sait que les effets pédoclimatiques impactent beaucoup les indicateurs, donc on a besoin de consolider le jeu de données et également de définir les valeurs critiques, les valeurs seuil, pour aller plus loin dans l'interprétation. Et comme je l'ai dit, nous devons approfondir les relations entre indicateurs et fonctions des sols agricoles. Voilà, j'ai remis les principaux livrables. Je vous remercie pour votre attention. Écoutez, merci beaucoup Anne-Sophie pour cette présentation très claire et très complète. Je vous ai également mis sur tout le fil de discussion, là, au fur et à mesure de la présentation, tous les liens des livrables, du séminaire de restitution, du guide, si vous souhaitez le télécharger et également pour en savoir plus sur le projet Transisol. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le fil. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, il est encore temps d'en poser. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Anne-Sophie, c'est le moment. Moi, en attendant, j'ai peut-être une petite question à poser. Alors Anne-Sophie, quelle est la variabilité spatiale des indicateurs et comment vous l'avez étudiée? Oui, donc c'est une question. Enfin voilà, on n'avait pas forcément trop d'informations au début du projet, donc c'est pour ça qu'on a voulu l'évaluer. Donc on a travaillé. Donc j'ai parlé des différents sites que nous avons échantillonnés. Donc pour chacun des sites, nous avons retenu que les modalités, que les essais qui avaient au moins 3 répétitions, donc 3 parcelles de répétition. Ceci donc pour voir la variabilité spatiale. Et donc on peut dire que les indicateurs, donc ça dépend des indicateurs, mais que c'est toujours en dessous de 25% au niveau du coefficient de variation. C'est plutôt proche de 15%. C'est du même ordre de grandeur pour les analyses physico-chimiques classiques réalisées par les laboratoires. Mmh. Parfait. Merci beaucoup et enfin, allez-vous poursuivre ces travaux? Oui, justement. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc c'est pas juste un projet qui va s'arrêter. On a bien conscience du potentiel de ces indicateurs, mais par contre du besoin de renforcer le référentiel pour que ce soit de plus en plus pertinent. Donc voilà, on va continuer, on va déposer des projets pour avoir des financements pour poursuivre les travaux. D'accord, on espère. On va croiser les doigts alors. Et dans le cadre de Transisol, il y a aussi un lien, c'est qu'on va pas. Ça permet aussi de travailler localement et donc aussi d'établir peut-être des valeurs locales grâce aux travaux des réseaux d'agriculteurs qui travaillent avec nous. Oui, donc ces travaux seront poursuivis, on en saura plus
dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup. Je vois pas de questions pour l'instant. Tout était clair. Je ne la vois pas sur le fil. Il y a un Oui, petit problème Stéphanie, technique. Oui, je vais la oui, oui, lire. allez, oui, vas-y. Avez-vous une idée de la proportion des conseillers en chambre et coopératives qui s'intéressent en routine à la fertilité biologique des sols? Y a-t-il une communication prévue pour les sensibiliser via Transisol peut-être, ou des colloques ou webinaires? Merci Alors, Claire. merci Claire. Moi, dans le cadre de mon travail, je côtoie quand même pas mal de conseillers de chambre qui s'intéressent à ces aspects-là. Voilà, après, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas en proportion, je ne peux pas dire le nombre. Mais aussi, il y a un projet récent, le projet Picasol, qui a été, c'est un projet CASDAR qui a été piloté par plusieurs chambres à l'échelle nationale, qui a également travaillé sur ces indicateurs et aussi sur la formation des différents conseillers et plus largement aussi des agriculteurs s'ils le veulent. Donc, je pense qu'il y a quand même des conseillers qui sont concernés et qu'il y en aura de plus en plus. Ma réponse n'était pas précise, mais en fait, je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, il y a un projet qui implique la Chambre Nouvelle-Aquitaine, Chambre de Grand Est et peut-être Rhône-Alpes. Il y avait trois chambres régionales qui ont travaillé sur ce projet. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme j'ai un petit souci de notification, je ne vois pas le fil aujourd'hui, j'ai l'impression. Claire, tu me confirmes qu'il n'y a pas d'autres questions? Alors, il y en a peut-être une qui est en cours, je sais pas. D'accord, on va attendre alors. Attendre juste quelques secondes. Oui. Un réseau national important de conseillers, chambres est organisé pour améliorer le conseil en matière de fertilité des sols. Voilà, je pense que c'était plus ça. Oui, c'est un commentaire, effectivement. Un commentaire. Un commentaire. C'est ça. Oui, oui, effectivement. Avant, il n'y avait peut-être pas trop de concertation entre conseillers sur ces aspects-là. Et là, grâce au projet Picasol, et je suppose que ça se poursuit, ça a permis de faire des connexions entre les conseillers chambres et de mettre en commun des supports et se former mutuellement, j'imagine. Parfait. Écoutez, merci. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a intéressé. Donc, vous avez tous les liens à disposition pour en savoir plus, encore une fois. On vous donne rendez-vous donc le 22 juin, au prochain jeudi de TI, pour parler cette fois d'implantation et de tournesol. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup Anne-Sophie. Au revoir, merci à tous. Au revoir.